Le 22 février 2026, le Mexique sombre dans le chaos total. Le pays entier est en flammes, au sens propre du terme. Des hommes masqués et lourdement armés détournent des bus de ligne et d'énormes semi-remorques de 40 tonnes, les placent en travers des principaux axes routiers, puis les arrosent d'essence. Au total, on compte plus de 250 barricades en feu. L'aéroport international de Puerto Vallarta annule ses vols dans l'urgence. Des touristes se retrouvent nez bloqués, pris de panique, tandis que l'armée affronte dans les rues, dans des échanges de tirs sanglants et assourdissants, les soldats des cartels. Plus de 70 personnes sont tuées dans ces violences. Et en réalité, tout cela est déclenché par la mort d'un seul homme, celle de Nemesio Rubén Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mencho. El Mencho était à la tête du cartel de la drogue le plus puissant de l'histoire. Plus brutal encore que Pablo Escobar, et plus puissant qu'El Chapo. Et c'est précisément pour cela qu'on va vous raconter aujourd'hui l'histoire absolument hallucinante de sa vie dévoyée, celle de l'homme considéré comme le narcotrafiquant le plus dangereux du monde. Au départ, rien ne laisse penser que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes deviendra un jour un chef de cartel milliardaire, craint dans tout le pays. Né en 1966 à Naranjo de Chila, un village isolé du sud-ouest du Mexique, il grandit dans une misère extrême. Ses parents, Juan et Maria, sont de modestes cultivateurs d'avocats. Nemesio vit avec eux et ses 5 frères dans une minuscule maison de terre battue, qui n'a même pas de véritable sol. Naranjo de Chila se trouve au milieu d'un paysage aride, sec, presque coupé de toute civilisation. Il n'y a même pas l'eau courante. Chaque jour, les garçons doivent marcher des kilomètres, sous une chaleur écrasante, pour ramener à la maison de lourds seaux d'eau potable puisés dans un puits. Nemesio quitte l'école en 5e pour aller travailler dans les champs d'avocaciers, comme ses parents. Mais à force de trimer chaque jour sous un soleil de plomb, le garçon comprend que cette vie ne lui offrira jamais rien de mieux. Il sait alors qu'il faut que quelque chose change. À la fin des années 70, il n'y a pratiquement aucun avenir dans les campagnes mexicaines. En dehors de l'agriculture, il n'y a presque rien. Encore que certains ne cultivent pas seulement de quoi se nourrir. Nemesio remarque très tôt que, dans la région, on fait aussi pousser des plantes destinées à la drogue, surtout du cannabis et des pavos autour de Naranjo de Chila. Cette réalité fascine ce garçon d'à peine 14 ans et lui fait comprendre qu'il existe un moyen de gagner bien plus d'argent. Alors, dès l'adolescence, Nemesio demande à ses hommes armés s'il peut travailler pour eux. Au début, les hommes du cartel ne lui confient pas grand-chose, mais ils acceptent que l'adolescent monte la garde dans les plantations illégales de cannabis. C'est ainsi qu'à 14 ans, il passe ses journées au milieu des plants, un vieux fusil à la main, à veiller pour que personne ne les vole. C'est bien plus supportable que de s'épuiser dans les champs d'avocatiers de ses parents, mais cela ne lui rapporte pas vraiment beaucoup plus d'argent. Le cartel refuse toujours de lui donner de vraies responsabilités. Même s'il comprend déjà beaucoup de choses sur le fonctionnement du milieu et qu'il apprend vite, on attend de lui qu'il continue simplement à surveiller des champs pendant encore des années. Et comme rien ne semble devoir changer, Nemesio finit par prendre une décision. Il va émigrer aux États-Unis. Là-bas, le jeune Mexicain veut enfin réussir et commencer à gagner de l'argent pour de vrai. Au début des années 80, Nemesio traverse donc réellement la frontière vers les États-Unis, illégalement. Dans le Mission District de San Francisco, baigné de néon, il commence par vendre de l'héroïne. Ça lui rapporte déjà pas mal d'argent, mais le jeune homme se fait arrêter à répétition. Pourtant, Nemesio ne s'arrête pas. Bien au contraire. En réalité, il profite même de ses séjours en prison pour nouer des contacts avec des membres de cartel et apprendre à leurs contacts. Curieux, il leur fait expliquer en détail comment fonctionne le trafic de drogue transfrontalier et, plus important encore, quelles erreurs ont conduit les passeurs à se faire arrêter et à finir derrière les barreaux. Pendant plusieurs années, le même cycle se répète. Nemesio vend de la drogue dans la rue, se fait arrêter, passe quelques semaines en prison, puis retourne vendre de la drogue, la nuit aux touristes dans le Mission District. Mais cela ne peut pas durer éternellement. Au moment où les États-Unis lancent une répression féroce contre tout ce qui touche aux stupéfiants pendant la fameuse guerre contre la drogue, Nemesio ressent pour la première fois les conséquences réelles de ses actes. En 1992, un tribunal le condamne à 5 années entières dans une prison fédérale du Texas. Mais c'est là que l'histoire devient presque absurde. Cette longue peine ne l'éloigne pas du crime. Elle l'y enfonce encore davantage. C'est en prison que Nemesio entre vraiment en contact avec des membres haut placés des cartels, qui lui expliquent avec une précision extrême comment fonctionne le blanchiment d'argent à l'échelle internationale et le trafic de drogue à grande échelle. Ces 5 années derrière les barreaux deviennent une sorte de formation pour ce petit dealer de rue.
Assis dans sa cellule, il commence à tracer des routes de contrebande complexes sur des bouts de papier arrachés avec un minuscule morceau de crayon, perfectionnant chaque jour davantage son projet de devenir un grand seigneur de la drogue. Plus tard, il dira que cette période lui a appris plus que n'importe quoi d'autre dans sa vie. Quand Nemesio est finalement expulsé vers le Mexique, en 1997, à l'âge de 30 ans, il commence immédiatement à mettre ses plans à exécution. Et sa première décision est aussi brillante qu'effrayante. À l'aide d'un faux CV, il devient policier. Plus précisément, il entre dans la police municipale du Jalisco, un État situé dans l'ouest du Mexique. La région n'est pas seulement connue pour ses belles plages, c'est aussi l'un des grands foyers du trafic de drogue au Mexique. Au départ, ses missions consistent surtout à faire de simples contrôles routiers et à gérer des infractions mineures. Mais très tôt, le Mexicain utilise ce poste pour observer comment la police traite les cartels. Il mémorise les codes radio, repère les angles morts de la surveillance et découvre de l'intérieur quels commandants sont corruptibles, ainsi que les sommes exactes qu'ils exigent. À présent, Nemesio comprend à la fois le monde du trafic de drogue transfrontalier et le fonctionnement interne de l'appareil policier. Il a aussi rassemblé des contacts précieux des deux côtés. Alors il enlève l'uniforme et quitte la police. Sa première étape après cela, c'est le redouté cartel du Milenio, l'un des cartels les plus dangereux et les plus puissants de l'Ouest mexicain. C'est là que commence sa montée sanglante vers le pouvoir absolu. Il impressionne le patron du cartel, José Valencia, non seulement par l'étendue de ses connaissances, mais aussi parce qu'il va plus loin que les autres. Comme chez les mafieux italiens d'autrefois, la famille passe avant tout dans les cartels mexicains. Pour s'élever au sein du cartel du Milenio, Nemesio comprend qu'il doit lui-même intégrer la famille du chef José Valencia. Il multiplie donc les avances à la fille de celui-ci et finit même par entamer une relation avec elle. Les deux se marient et Nemesio se retrouve désormais au sein de la famille de l'un des plus grands barons de la drogue du Mexique. Mais ce n'est pas seulement ce mariage qui convainc Valencia du talent de Nemesio, c'est surtout son incroyable absence de scrupules. Jusque-là, Nemesio s'était contenté de vendre de la drogue et d'accumuler du savoir. Dans le cartel du Milenio, il devient désormais un tueur de sang-froid. Un soir, peu avant son mariage, un dealer rival a tenté d'écouler de la drogue sur le territoire de la famille Valencia dans le Jalisco. Pour le compte de son beau-père, Nemesio entre dans le bar où l'homme se trouve, vêtu d'une veste en cuir discrète. Il passe droit devant les tables de billard et se dirige vers le dealer à l'air nerveux, accoudé au comptoir. Il glisse la main dans sa veste, en sort un lourd Colt M 1911, vise l'homme et appuie sur la détente. Puis Nemesio se retourne tout simplement et quitte le bar avec le même calme, le même pas posé que lorsqu'il est entré. Dans les années qui suivent, il devient un spécialiste du nettoyage de territoire. Si quelqu'un doit de l'argent au cartel du Milenio ou est soupçonné de renseigner la police, c'est Nemesio qui frappe à la porte en pleine nuit et qui l'abat sans la moindre émotion. Ses années passées comme exécuteur glacé, à appuyer lui-même sur la détente, lui valent plus tard le respect absolu de ses subordonnés. Car dans sa future organisation, tout le monde sait que le patron faisait lui-même le sale boulot et qu'il serait prêt à le refaire à n'importe quel moment. Nemesio, désormais connu sous le nom d'El Mencho, prouve aussi qu'il est un remarquable homme de réseau. Il parvient à nouer de plus en plus d'alliances pour le cartel du Milenio avec d'autres cartels mexicains, élargissant ainsi l'influence et la puissance de l'organisation criminelle. Finalement, El Mencho et son groupe gèrent même les affaires de drogue et les finances du tristement célèbre cartel de Sinaloa et de son chef, El Chapo, qui est alors le plus grand patron de cartel du pays. Lorsque plusieurs figures importantes des cartels les plus puissants sont arrêtées ou abattues en 2009 et 2010, provoquant un vide de pouvoir dans le monde des cartels, El Mencho y voit une occasion historique de grimper beaucoup plus haut. Sous le nom de Los Matazetas, il forme alors son propre noyau radical, composé exclusivement des anciens membres les plus brutaux, impitoyables et calculateurs d'autres cartels qu'il connaît, avec un objectif clair, éliminer tous les rivaux et devenir le plus grand baron de la drogue du pays. À la tête de Los Matazetas, il présente son groupe au public comme une sorte de force d'autodéfense, censée protéger le pays des atrocités commises par les autres cartels. Et de fait, beaucoup de Mexicains se réjouissent de voir Los Matazetas s'en prendre à un nombre croissant de cartels dont ils ont eux-mêmes subi la violence. Grâce à cette manœuvre de communication extrêmement habile, El Mencho réussit quelque chose que presque aucun criminel n'obtient jamais. Il gagne le soutien d'une partie de la population mexicaine. Une partie de la population commence à voir El Mencho d'un bon œil, et El Mencho commence à mettre en scène sa puissance d'une manière profondément dérangeante.
Le 20 septembre 2011, vers 17h, en pleine heure de pointe, plusieurs pick-up s'arrêtent sous un passage souterrain très fréquenté, près du grand centre commercial Plaza Las Américas, à Boca del Rio. Au même moment, à seulement quelques centaines de mètres de là, se tient dans cette ville de l'aire métropolitaine de Veracruz, une conférence nationale réunissant les procureurs généraux et les ministres de la Justice du Mexique. Des hommes masqués et lourdement armés sautent de l'arrière des véhicules. En quelques secondes, ils traînent des dizaines de corps enveloppés dans des bâches plastiques ensanglantées jusqu'au bord d'ébène, puis les jettent sur l'asphalte. À l'intérieur de ces emballages maculés de sang se trouvent les corps sans vie d'hommes appartenant à des cartels en guerre contre El Mencho. Et comme si jeter ainsi des sacs mortuaires en pleine rue n'était pas déjà assez grotesque, les sacs portent aussi des autocollants sur lesquels on peut lire « Citoyens de Veracruz, ne vous laissez plus extorquer. Nous sommes là pour sortir les ordures ». Mais en réalité, El Mencho ne cherche pas à protéger la ville. Ce qu'il veut, c'est le pouvoir absolu. Et il vient de prouver, de manière spectaculaire, qu'il est prêt à l'obtenir par tous les moyens. Cette opération marque aussi la naissance de son nouvel empire, le cartel de Jalisco Nueva Génération, ou CJNG. Car il sait que s'il veut remporter la guerre de la drogue au Mexique, il lui faut un cartel d'un genre entièrement nouveau, plus grand, plus impitoyable et mieux entraîné que tous les autres cartels et même que la police. Le CJNG est conçu comme une nouvelle forme d'armée. Pour y parvenir, le cartel commence à recruter massivement de jeunes hommes. Mais ils ne rejoignent pas simplement le cartel du jour au lendemain. Avant cela, ils reçoivent un véritable entraînement dans des camps paramilitaires strictement secrets, cachés au cœur des montagnes. Là-bas, le CJNG brise l'esprit de ces nouvelles recrues. Pour effacer jusqu'à la dernière trace d'empathie et de scrupule, on oblige par exemple ces jeunes hommes à manger la chair d'ennemis assassinés. Quiconque hésite durant ce rituel de cannibalisme ou refuse est exécuté immédiatement d'une balle dans la tête par les instructeurs. Cet effroyable processus donne naissance à une armée de tueurs à gages loyaux, totalement dénués d'émotion. À ce stade, El Mencho s'est complètement transformé. Parti du statut de petit dealer de rue, devenu ensuite numéro 2 d'un cartel local, il est désormais l'un des hommes les plus importants du Mexique. El Mencho n'est plus seulement un chef de cartel. Il devient une sorte de dictateur, au sens presque littéral du terme, car le CJNG est alors devenu une véritable armée. En moins de 4 ans, El Mencho bâtit cette armée jusqu'à en faire une force inimaginable de 30 000 soldats hautement disciplinés. Mais il ne peut plus vivre au grand jour. À partir de 2012, il est devenu trop dangereux pour l'État mexicain, et dès lors, les autorités cherchent sans cesse à l'arrêter. Sans succès, El Mencho a trop de pouvoir. L'armée du narcotrafiquant le protège avec une efficacité redoutable et montre à la police, avec une violence extrême, qui commande réellement. Un exemple frappant survient le 6 avril 2015. Ce jour-là, El Mencho fait abattre 15 policiers, puis fait exécuter le chef de la police locale, Miguel Ángel Quesedo Vargas. Quelques semaines plus tard, le 1er mai 2015, l'État décide donc de s'en prendre à El Mencho avec l'armée plutôt qu'avec la seule police. Mais dès le premier jour de l'opération, le gouvernement mexicain est contraint de découvrir à quel point les troupes d'El Mencho sont réellement terrifiantes. Lorsqu'une unité d'élite de l'armée repère depuis un hélicoptère un convoi de véhicules du narcotrafiquant sur une route forestière, les membres du cartel ne s'enfuyaient pas. Ils attaquent. Debout à l'arrière d'un pick-up, un homme du cartel hisse sur son épaule un lance-roquettes russe RPG-27. Il vise calmement l'hélicoptère dans le ciel et tire. L'appareil est touché, se met à tournoyer violemment sur lui-même, puis s'écrase dans les arbres dans une gigantesque boule de feu. 9 soldats d'élite de haut rang périssent dans l'épave en flammes. Jamais auparavant, dans toute l'histoire du Mexique, un cartel n'avait osé aller aussi loin. Ce même jour, les hommes d'El Mencho incendient 39 bus, 11 banques et 16 stations-service dans 20 villes au total, pour montrer une fois pour toutes qui tient désormais le pays. À ce moment-là, le CJNG donne presque l'impression d'être une armée à part entière. Et tandis que son immense cartel continue à mettre en scène d'aussi atroces démonstrations de force, El Mencho agit désormais avec méthode, presque comme le directeur général d'une multinationale de la logistique. Il sait par exemple que les marges les plus importantes se trouvent en Europe. Le CJNG conclut donc une alliance avec la Ndrangheta calabraise, la mafia la plus puissante d'Europe. Dans des conteneurs maritimes, dissimulés parmi des marchandises exportées légalement, la drogue d'El Mencho inonde les ports d'Anvers et de Rotterdam de tonnes de cocaïne et de fentanyl.
Les milliards générés par ce trafic sont ensuite blanchis via des banques offshore et des réseaux chinois de crypto-monnaies. Et si vous pensez qu'El Mencho, désormais milliardaire, mène une vie de rêve grâce à son pouvoir et à sa fortune, vous vous trompez. En réalité, il souffre d'une grave insuffisance rénale. Il dépend en permanence de séances de dialyse, administrées en secret par des médecins loyaux. Depuis que les États-Unis ont mis sa tête à prix pour la somme vertigineuse de 15 millions de dollars, il est aussi devenu de plus en plus paranoïaque. Il n'utilise plus de téléphone portable et n'ose presque plus quitter sa cachette, une villa située dans le Tapalpa Country Club. Il y passe ses journées entre la dialyse, les antidouleurs et la prière. Même au sein de son propre cartel, presque personne ne sait où il se cache. Mais après des années de travail de renseignement, les autorités mexicaines finissent par découvrir qui est le messager personnel le plus proche d'El Mencho. Elles placent cet homme sous surveillance et remontent pente finalement jusqu'à la villa du narcotrafiquant, au Tapalpa Country Club. Le 22 février 2026, les forces spéciales mexicaines passent à l'action. Aux premières heures du matin, des hélicoptères et des troupes au sol convergent vers la cage du baron de la drogue. Au moment où elles pénètrent dans la propriété, le système d'alarme se déclenche. L'équipe de sécurité d'El Mencho ouvre immédiatement le feu. Dans la fusillade, 4 gardes du corps meurent sous une pluie de balles et 3 soldats sont grièvement blessés. El Mencho, désormais âgé de 59 ans et affaibli par la maladie, tente de s'enfuir par l'aile ouest de la maison pour rejoindre la forêt dense avec 4 hommes restés fidèles. Mais les forces spéciales prennent d'assaut le bâtiment. Elles ouvrent un feu nourri dans le long couloir de l'aile ouest, et c'est ainsi que les balles de leurs fusils d'assaut finissent par faire tomber El Mencho, le narcotrafiquant le plus puissant du monde. Les soldats se précipitent et maîtrisent le chef de cartel, grièvement blessé et perdant beaucoup de sang, car leur mission est claire. El Mencho doit être capturé vivant. Ils le chargent dans un hélicoptère militaire et l'acheminent vers un hôpital. Mais ses organes internes sont trop gravement atteints, et il meurt durant le vol. Le gouvernement mexicain célèbre la matinée du 22 février 2026 comme une victoire historique. Mais comme nous l'avons dit tout au début de cette vidéo, son cartel met aussitôt le pays entier à feu et à sang pour se venger. El Mencho est peut-être mort, mais son cartel, lui, existe toujours. La lutte pour sa succession entraînera très probablement des affrontements de pouvoir d'une brutalité extrême et d'innombrables nouvelles victimes. Mais vous, que pensez-vous d'El Mencho, du problème des cartels au Mexique et de cette spirale de violence qui semble ne jamais vouloir s'arrêter? Salut et à la prochaine!